Notre représentation du genre est construite autour d'archétypes, et j'en ai repéré 6. Donc on a 6 archétypes. Enfin, moi j'en ai repéré 6, il y en a beaucoup plus, hein, mais j'ai voulu construire cette fiction autour de 6 archétypes. Alors les deux premiers personnages de la fiction hétéronormative, ce sont le mec bien et la femme respectable, qui suivent un cursus de respectabilité, donc qui respectent toutes les caractéristiques qu'on attend d'une femme respectable, une pratique religieuse, une tenue vestimentaire irréprochable, c'est-à-dire dans laquelle on ne voit pas ni les seins, ni les fesses, ni moulées, ni en transparence. Voilà, pas trop de maquillage, aussi une façon de parler très polie. Et le mec bien, lui aussi, il peut suivre ce cursus de respectabilité. Ça ne lui retire pas du tout de points, au contraire, c'est très positif. Et donc il est marié, il a des enfants issus d'une filiation légitime, il va aussi dans son église. Voilà, mais ce sont des idéaux, ce sont des personnages idéaux comme des modèles que chacun aimerait atteindre, et en tout cas que l'on vend à nos enfants comme étant le modèle idéal, mais qui est très difficile à atteindre. Alors ça évolue, hein, c'est vrai, mais pendant longtemps le fait que les cheveux ne soient pas bien plaqués, bien rangés, ça aussi c'était pas forcément bien vu. Évidemment ça résonne beaucoup avec l'histoire coloniale, mais la respectabilité c'est un concept qui est lié à cette histoire coloniale. Mais ça nous dit surtout qu'une femme doit se tenir, et elle doit se tenir dans toute sa posture. Elle doit se tenir bien droite. On nous disait tout le temps, n'écarte pas tes jambes, tiens tes jambes bien serrées. La coiffure, je me souviens le temps qu'on passait à brosser, on mettait de la vaseline pour plaquer les cheveux sur le crâne pour qu'il n'y ait pas de chichi, comme on disait, qui sortent et tout. Et il fallait avoir une tenue irréprochable. Ça, c'est la tenue de la femme respectable. Et puis à côté de ça, parce que c'est pas hyper funky non plus, on a quand même des héros et des héroïnes. L'héroïne de notre fiction hétéronormative, sans conteste, c'est la femme potomitan. La femme potomitan qui est cet archétype lié à la matrifocalité, une femme qui a eu plusieurs enfants, de pères différents, et qui se sacrifie pour ses enfants, travaille toute sa vie pour qu'il ne manque de rien. Donc ce modèle sacrificiel de la femme potomitan, il est central dans notre récit sur le genre. C'est comme ces héros de cinéma qui nous impressionnent, mais qui n'ont pas forcément une vie extraordinaire, et qui font toujours des choses dangereuses. En fait, des personnes qui sont toujours en train de flirter avec la mort. C'est ça les héros. Des gens qui ont fréquenté la mort et qui l'ont vaincue, mais qui la fréquentent tout de même. Donc ça a quelque chose d'inquiétant. Et parfois, ils meurent et ça devient des martyrs. Voilà. Il y a une sorte de martyrologie des femmes qui laissent quand même entendre que leur existence au monde est liée à la souffrance. Et ça pose problème dans la mise en valeur de cette héroïne. C'est un problème sur lequel on travaille beaucoup. Et ensuite, nous avons le coq, je l'appelle comme ça dans la fiction, le coureur de jupons, pour faire simple. Donc, ça, c'est le héros masculin qui respecte complètement le cursus de réputation. Voilà. Et ce héros masculin, il a beaucoup de conquêtes féminines, il n'est pas fidèle, il met aussi beaucoup en valeur sa puissance physique et sexuelle. Et ça aussi, ça pose des questions coloniales. Parce que qu'est-ce qui donnait de la valeur sur le marché des personnes mises en esclavage à un homme? La puissance physique et sexuelle. Et cette idée du sexe surdimensionné des Noirs, de la force physique des Noirs, de leur capacité à gagner des médailles, etc., eh bien, ça questionne quand même. Un homme noir viril, c'est un homme fort, très musclé, très puissant sexuellement. Est-ce que c'est pas ce qui permettait de vendre plus cher un être humain il y a quelques siècles, il n'y a pas si longtemps, et peut-être juste encore aujourd'hui dans certains marchés aux esclaves qui persistent en Afrique du Nord. Donc là aussi, de ce côté héroïque, nous avons à la fois beaucoup de fascination, une véritable fascination pour ces hommes-là,
mais qu'il faut mettre en parallèle avec une histoire esclavagiste et coloniale qui résonne en fait derrière. Donc on voit bien que malgré la fascination, il y a aussi une grande souffrance. Et enfin les monstres. Comment expliquer ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire au milieu d'un modèle où il y a beaucoup d'injonctions contradictoires? Il faut qu'on puisse poser des limites pour savoir jusqu'où on peut aller. Parce qu'on sait que du côté du positif, on peut aller jusqu'au personnage angélique. Donc ça, c'est pas trop compliqué. On nous a expliqué quel est le modèle idéal. Ok. On sait qu'on peut avoir des expériences héroïques un peu borderline, du coup, par rapport à ce qui est angélique. Mais jusqu'où on peut aller dans ce borderline sans perdre complètement sa réputation ou sans être disqualifié socialement? Ce sont les personnages monstrueux. Alors, du côté féminin, c'est la Walpa. Alors, Walpa, c'était le mot à la mode en 2017 quand j'ai fait ma thèse. Mais je montre aussi que ce personnage est tellement important qu'on consomme une quantité d'énergie extraordinaire à inventer un nouveau mot presque chaque année. Donc quand je fais des conférences et des formations, je fais un peu un tour de table pour que chaque personne dise quand vous aviez 17-18 ans, c'était quoi le mot à la mode pour parler d'une salope, en fait. Et donc on fait le tour de table. Et j'en ai répertorié, je crois, 25 à peu près aujourd'hui. Du coup, je vous dis, sur chaque génération avait le sien. Bon, alors moi, quand j'avais 17 ans, c'était Skeetel. C'était Skeetel. Et les filles de 17 ans, quand j'ai passé ma thèse, c'était Walpa. Voilà. Je crois qu'en ce moment, ce qui tourne beaucoup, c'est Putri. Et qu'est-ce qu'il y a encore ouais, je pense que Walpa est toujours un peu... Et Gaza, voilà, Gaza. Voilà, rien à faire. Et c'est simplement une femme qui suit complètement le cursus de réputation. Donc on suppose qu'elle a des amants, mais c'est surtout sa tenue vestimentaire qui est beaucoup pointée du doigt, qui montre beaucoup ses formes, qui porte des couleurs flashy, très maquillées, et puis aussi qui parle fort, qui injurie, tout ce genre de comportement peut vous me faire tomber du côté de la Walpa. Et là, en fait, vous avez perdu votre réputation. Et vous ne pouvez pas récupérer votre respectabilité. C'est pas possible. Donc c'est un statut qui est très compliqué, mais dans lequel les femmes construisent des stratégies de résistance extraordinaires. Et des femmes, aujourd'hui, là je travaille beaucoup en ce moment sur des expressions musicales de femmes qu'on pourrait pointer du doigt comme étant Gaza, comme on dit aujourd'hui, et qui revendiquent en fait leur posture de Gaza. Alors, on dit qu'elles sont chata. Elles sont chata. Et en fait, elles sont très sexy. Elles parlent de sexualité dans leur chanson. Il y en a une qui dit dans sa chanson Oswea, bouchao, qui est plein et puis cyprine. Donc ça veut dire cette nuit, ta bouche sera pleine de cyprine. Et c'est une sorte de retournement du stigmate extraordinaire qui est en train de se passer en ce moment. Et ça a fait avancer énormément la question du respect des femmes, de leur intégrité physique, de leur manière de s'habiller. Là, les adolescentes, elles questionnent énormément les limites de la respectabilité. Donc, c'est une catégorie monstrueuse qui est en mouvement. C'est un lieu de revendication. C'est une marge qui peut faire changer le centre. Donc, elle est disqualifiée socialement, c'est vrai, mais elle questionne en permanence le centre. C'est pour ça que le centre la disqualifie. Parce qu'elle met en danger le centre, en existant, cette catégorie. Et de l'autre côté, le makoumet. Le makoumet, pour les hommes, c'est ce monstre qui est interdit pour les raisons que j'ai signalées tout à l'heure, des raisons historiques, mais qui dit aussi qu'en fait, on peut être un homme jusqu'à la féminité. La masculinité en Martinique a du mal à se définir de façon positive, tellement elle a été broyée par l'expérience esclavagiste. On a du côté féminin, le viol était le moyen de déshumanisation spécifiquement appliqué aux femmes. On a aussi violé des hommes, hein, mais le viol, quand même, était une arme de guerre dans l'objectif de déshumanisation. Du côté des hommes, on a broyé leur virilité. Pas en broyant leur sexe, mais en broyant ce que l'homme blanc considérait comme quelque chose de valeur, c'est-à-dire sa domination masculine. Et en faisant un être
Alors, mon collègue Rodolphe Solbiac mettait beaucoup en valeur le terme d'inutile. Et c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup entre femmes pour dire « Ah, Boukta, c'est un inutile ». C'est-à-dire que ce mec-là n'est pas très intéressant, ne peut pas s'occuper d'une famille, n'est pas responsable, etc. On dit c'est un inutile. Et cette inutilité de l'homme noir, son incapacité intrinsèque, c'est quelque chose qui a été défini par la colonisation. Alors, le Makoumé, c'est pas d'abord un homme qui a des relations sexuelles avec des hommes. Le Makoumé, c'est d'abord un homme qui a des caractéristiques féminines, qui met en valeur dans son comportement, ses attitudes, son habillement, sa voix, ses goûts, des attitudes féminines. Et c'est ce qui trace la limite de la masculinité. Comme la masculinité dans cette histoire a été empêchée à se construire de façon positive en disant un homme c'est ça, un homme c'est ça, un homme c'est ça, en fait elle s'est construite de façon négative en disant un homme c'est quoi? En fait ce n'est pas une femme. Et donc il faut éviter tout ce qui est trait au féminin dans l'expérience masculine. Voilà. Et donc, un homme qui aurait des caractéristiques, des attitudes que l'on attribue au féminin se voit attaqué et condamné comme étant un Makoumé, pas d'abord parce qu'il aurait des relations sexuelles avec des hommes, mais d'abord parce qu'il a des comportements féminins qui, du coup, mettraient en péril le peu que l'on arrive à construire de citadelles masculines. Voilà. Alors, évidemment que ça se place dans un contexte homophobe, où on suppose des Makoumés qu'ils auraient des relations sexuelles avec des hommes, et donc du coup on a une espèce de justification très profonde qu'on marque, qu'on appuie sur la Bible pour expliquer pourquoi est-ce que ces hommes n'ont pas droit de cité dans notre société. Et donc le Makoumé, l'idée que l'on se fait, je rappelle que c'est une fiction, donc c'est dans nos représentations collectives tout cela. La plupart des personnes qui ont des hommes qui aiment les hommes ne ressemblent pas à l'idée que l'on se fait du Makoumé. C'est juste un archétype, c'est une représentation que nous avons. Mais en tout cas, cette représentation que nous avons, elle sert à tracer pour les garçons et pour les hommes la limite à ne pas dépasser dans leur expérience du masculin.